Mon propos aujourd'hui, ça sera d'essayer de vous montrer que les agences, que les groupes de com, eh bien, essaient de délivrer une prestation à leurs clients pour leur faire comprendre que le monde qui est VUCA, eh ben, il peut être vu d'une façon DELI. Alors certains d'entre vous savent ce que VUCA veut dire. Vous savez, c'est cet acronyme que les Américains ont sorti à la fin au moment de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'Empire soviétique, et qui veut dire ce monde est en train de devenir volatile, incertain, il est complexe et il est ambigu. Moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que ce monde-là, eh bien, on peut le rendre auprès des annonceurs, et puis dans notre univers à nous, on peut le rendre dynamique, on peut le rendre excitant, on peut le rendre sans limite, et puis, bien sûr, on le rend instantané. Les médias, comme les agences de communication, sont sans aucun doute les secteurs qui sont les plus disruptés, qui vont continuer à être très disruptés. Alors, comme on a le droit maintenant d'écrire 280 caractères, j'ai sorti une citation de Bob Dylan. Alors, toute ma présentation est en anglais, j'en suis rendu compte il y a une heure en disant mais pourquoi je l'ai faite en anglais? Donc, vous ne serez pas inquiets, il n'y a que des mots, donc vous allez absolument tout comprendre. Et puis, Bob Dylan, qu'est-ce qu'il dit? Il faut nager ou alors on coule. Et en fait, on est dans cette actualité-là de se remettre en cause, de se réinventer. Sinon, on fait partie de toutes ces entreprises qui ont disparu au cours de ces dernières décennies, ce qui n'est pas le cas du CSP, mais ce n'est pas tout à fait une entreprise, et qui sont appelées potentiellement à disparaître. L'espérance de vie des entreprises n'a jamais été aussi faible. Et cette disruption dont je parle, cette disruption, eh bien, ça doit nous conduire non pas à accompagner les transformations nécessaires, mais à être les acteurs de la transformation. Et ces disruptions, moi, je les catégoriserai en trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est le phénomène de la commoditisation d'un certain nombre de nos métiers. Et cette commoditisation, elle est liée, sans aucun doute, après ce qui a été évoqué il y a quelques instants, à ce que l'essentiel de l'achat dans les médias est en train de devenir programmatique. Alors, programmatique ne veut pas dire pas de valeur, parce qu'il y a de la technologie, il y a de la data, et puis il y a des talents pour piloter ça. Mais chez Dentsu, le programmatique, ça représente tout de même 80% des achats digitaux que l'on fait actuellement. Mais la commoditisation de nos métiers, elle tient aussi au fait qu'il y a une pression très forte, je veux dire, des directions de procurement chez les annonceurs pour faire baisser les coûts d'achat des médias. Mais elle tient aussi, selon moi, cette commoditisation, un phénomène que vous ressentez aussi, y compris en particulier à ceux qui assistent à ce type d'événement, c'est qu'il y a une forme d'endogamie, il y a une forme d'entre-soi dans nos métiers qui donne le sentiment souvent que les groupes de communication se valent, qu'ils sont interchangeables et que Havas c'est pareil que Publicis, et que Publicis c'est pareil que Dentsu, et que Dentsu c'est pareil que Omnicom. Et ça pèse évidemment sur la perception de valeur ajoutée que l'on donne à nos annonceurs, alors que je peux vous assurer que pour avoir travaillé chez Publicis, pour avoir travaillé chez Havas, eh bien, c'est pas pareil que chez Dentsu. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais les valeurs ne sont pas les mêmes, les façons de travailler ne sont pas les mêmes, les ambitions, y compris internationales, ne sont pas les mêmes. Et puis je voulais évoquer, j'ai regardé une étude que je vous encourage à aller regarder, qui est une étude qui s'appelle Prophet Brand Relevance Index, qui est sorti sur le site de Forbes il y a 15 jours, et qui montre que l'évolution de la relevance, c'est-à-dire du caractère indispensable des marques aux yeux des Américains, aux yeux des Anglais, aux yeux des Chinois, aux yeux des Allemands, et qui démontre que les sociétés qui sont jugées indispensables pour les citoyens américains, ils ont interrogé plus de 13 000 personnes, eh bien, ce sont les entreprises de la tech, ce sont les entreprises de l'entertainment, et puis les entreprises qui sont de plus en plus relevant à leurs yeux, ce sont les plateformes de partage, alors que les réseaux sociaux et un certain nombre de secteurs d'activité sont très loin des 50 premières entreprises indispensables, parce que ces réseaux sociaux sont eux aussi jugés souvent comme des commodities. Le deuxième phénomène que je voulais mentionner, c'est la compétition, la concurrence qui est en train de s'étendre. Dans les groupes de com, toutes les agences ont vocation à être l'agence privilégiée
de son annonceur, y compris des boîtes de design qui aujourd'hui commencent à travailler sur le positionnement des marques, etc., au-delà de ce qui était leur activité traditionnelle. Et puis, bien entendu, on voit arriver sur nos secteurs d'activité les cabinets de conseil. Alors, sur les cabinets de conseil, parce que souvent on dit que c'est les cabinets de conseil qui viennent sur votre secteur. Oui, ils viennent sur notre secteur. Mais je voulais juste rappeler des chiffres. L'univers média dans le monde, c'est à peu près 400 milliards de dollars d'investissement, concentrés globalement entre les 6 principaux groupes de communication que vous connaissez. Le marché de la publicité, c'est à peu près 500 milliards de dollars aussi. Le marché du B2B, de Below the Line dans le monde, et auquel je rajoute tout ce qui est CRM, c'est également à peu près 500 milliards de dollars. Le marché du conseil aux entreprises, c'est 1500 milliards de dollars. Autrement dit, ces entreprises Accenture, 400 000 collaborateurs, 35 milliards de chiffre d'affaires, c'est à peu près plus du double de ce qui est WPP, et à la fois en taille d'entreprise, à la fois en termes de revenus, eh bien oui, ils viennent sur nos plates-bandes, mais nous aussi, on va sur la plate-bande. Pourquoi ? Parce qu'on peut aussi faire du consulting. Moi, j'ai ouvert une structure qui s'appelle Dentsu Consulting et qui va aider les entreprises dans leur transformation numérique. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux entités ou ces deux types de profils ? C'est que moi, j'active, alors que ces entreprises-là, elles n'activent pas encore, me direz-vous, mais ça fait pour moi une très grande différence. Et bien sûr, les GAFA, y compris dans la fabrication de contenu, sont en train de devenir également des concurrents. Le troisième phénomène de disruption de nos activités, c'est le phénomène de la convergence. Convergence, à savoir que les disciplines du marketing étaient pilotées de façon assez silotée. Et aujourd'hui, ce qui fait la particularité de nos métiers, c'est que c'est les liens entre ces points-là, entre ces disciplines-là, qui peut apporter une valeur business à nos clients, en particulier dans une convergence très particulière, qui est la convergence entre les médias, la data et le contenu, à savoir que la data, elle assure l'adressabilité des messages à travers tout ce que vous avez pu évoquer sur le programmatique, etc. Mais la data, elle intervient de plus en plus dans l'élaboration des contenus, en particulier dans sa dimension de personnalisation. Donc vous voyez, ça, c'est 3 niveaux de disruption. Et face à ces 3 niveaux de disruption, la question qu'on doit se poser pour nous, groupe de com, c'est à quoi on sert, c'est quoi mon purpose sur Terre, c'est quoi ma raison d'être, quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter. Et j'ai pris une deuxième citation, ça c'est le capitaine Kirk du vaisseau Enterprise, et qui avait une vision délie du monde. Parce que souvenez-vous, ils étaient tous habillés avec, on aurait dit, des bonbons acidulés. Donc ils avaient une vision de l'avenir qui était extrêmement positive. Et puis ils disaient, mais il faut absolument qu'on aille dans des territoires qui n'ont jamais été exploités. Et c'est ça que nous devons faire. Et comment est-ce qu'on le fait ? On le fait, alors chez moi, mais pas seulement chez moi, en considérant que la complexité grandissante du monde exige d'avoir des expertises de plus en plus pointues, domiciliés dans nos entreprises à l'intérieur d'acteurs pure players. Et plus ça ira, plus on aura des expertises pointues pour servir cette complexité grandissante de notre environnement. Mais cette verticalité-là de l'offre, elle doit, compte tenu des phénomènes de convergence, du phénomène de convergence que je viens d'évoquer, elle doit être transcendée, cette verticalité, par une transversalité qui signifie avoir des gens, avoir des organisations qui comprennent les problématiques business de leurs clients et qui savent piloter cette convergence-là où le contenu, le média et la data doivent être pensés au même moment, et c'est de cette façon-là que nous nous organisons. Et puis, dans cette étude, et ça c'est ce que je dis à mes équipes, alors sous une forme un petit peu différente, parce que ça c'est les critères de relevance donc, que j'ai évoqués tout à l'heure, rappelant cette étude de Forbes. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle a pris 4 KPIs que je trouve extrêmement intéressants. Le premier, et c'est ça que je veux être customer, je veux que mon client il soit obsédé par moi. Je veux qu'il soit obsédé par moi, c'est-à-dire je veux être indispensable à ses yeux. Et pour être indispensable à ses yeux, eh bien, il faut qu'à chaque fois qu'il a un problème, je sois disponible, je sois à sa disposition, que je puisse lui répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
et pas avec des discours, mais en étant le plus pragmatique possible, et c'est pour ça que j'ai cité ce deuxième KPI. Le troisième KPI, c'est qu'effectivement, il faut que je l'inspire en permanence, et donc il faut que je sois un temps d'avance sur les grandes mutations qui sont en train de s'opérer et qui vont effectivement très vite et que la table ronde a pu évoquer largement dans les minutes qui ont précédé mon intervention, et puis que je sois mais, de façon permanente dans l'innovation, parce que sinon je n'ai pas de valeur ajoutée particulière, et sinon on va continuer à me considérer comme une commodity, et sinon on va me dire que je suis pareil que tous les autres, alors que je ne suis pas pareil que tous les autres, et que les autres ne sont pas tous pareils que moi. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien on fait ça forcément en inventant, en innovant sur nos modèles business. Et la première chose sur laquelle il convient évidemment de travailler, ce sont sur les talents. Moi, je ne sais pas comment vous faites dans vos entreprises, mais moi ce que je dis à mes équipes lorsqu'ils recrutent quelqu'un, je leur dis, tu as une consigne, tu recrutes quelqu'un d'intéressant. C'est la seule consigne que je lui donne. Après, tu vas vérifier sur LinkedIn, où tu veux, s'il a effectivement, et puis avec 2-3 références, s'il a effectivement les bonnes compétences. Mais dans l'entretien d'embauche que tu auras avec lui, fais en sorte que cette personne soit intéressante. Et je ne le fais pas juste pour m'amuser, je le fais parce que je pense qu'une personne intéressante, c'est une personne curieuse. Et une personne curieuse, c'est une personne qui est forcément ouverte aux autres. Et une personne ouverte aux autres, c'est une personne qui embrasse dans son quotidien positivement la diversité. Et comme je pense que la diversité, c'est le levier principal de l'innovation, alors ces profils-là sont plus innovants. Comme ils sont curieux de l'autre, ils vont davantage collaborer. Et comme par hasard, parce que le monde est devenu convergent et que j'ai des expertises verticales qui doivent être transcendées par cette transversalité, eh bien j'ai des profils qui savent à la fois être des experts pointus et mettre cette expertise pointue au service d'une compréhension holistique du problème ou de la problématique business de leurs clients. Mais ça ne suffit pas d'être curieux. On doit adapter nos politiques RH à cette nouvelle réalité. Je ne parle pas seulement des millennials, on a 70% de millennials dans notre organisation, même si Gérard m'en contredira pas, mais on est tous millénials quelque part, parce qu'il y a ce phénomène d'identification, etc., qui fait partie, je dirais, heureusement, de chaque individu. Et ce qui est important, c'est que ces milléniaux, évidemment, alors je ne vais pas répéter tout ce que vous savez déjà sur la nécessité de travailler en mode projet, sur la nécessité d'avoir des organisations moins hiérarchiques, sur le fait qu'on manage des choses, mais qu'on lead des personnes, et ce qui n'est pas pareil, donc on cherche des leaders, évidemment, plutôt que des managers. Et puis, ce sur quoi j'insiste aussi, c'est sur l'accompagnement, l'apprentissage, j'allais dire, tout au long de la vie, et aussi le fait qu'on ne gère plus en RH des populations, ce qu'on a eu l'habitude de faire, c'est qu'on gère de plus en plus des individus. Et il n'y a pas de raison de passer notre vie à expliquer, Jean-Luc l'a fait il y a 5 minutes, qu'on avait besoin de personnaliser la relation entre une marque et son consommateur et de se prémunir de cette attitude à l'égard de nos collaborateurs. Et donc on a un vrai enjeu de pilotage individualisé des talents, d'une part. Et le deuxième enjeu, c'est que dans les organisations, et je vois qu'il y a un certain nombre de personnes dans cette salle qui ont à peu près mon âge, on a été habitué, quand on travaillait bien dans nos entreprises, à être considéré un peu comme l'élite qui allait remplacer l'élite en place. On fait partie, on a fait partie peut-être à un certain moment des 5% des gens qui, comme par hasard, recevaient l'essentiel des formations. Eh bien, dans cette nouvelle économie qui devient 100% digitale, etc., le vrai enjeu, ce n'est pas les 5% de la population de nos entreprises qui vont s'en sortir, c'est les 95 autres pourcents. Et comment est-ce qu'on embarque les 95 autres pourcents dans ces transformations? Et ça exige effectivement des organisations, des gouvernances qui sont différentes de celles qu'on avait pu avoir par le passé, en particulier dans une dimension que j'aime beaucoup, qui est le peer-to-peer apprentissage. À savoir que l'apprentissage,
c'est plus des formations que je m'achète à l'extérieur, alors on le fait quand même un petit peu de temps en temps, mais c'est comment je mets à disposition de mes collaborateurs le savoir-faire d'autres collaborateurs pour qu'ils s'enrichissent de façon continue. Et c'est assez étonnant parce qu'on a un deal avec, pas un deal, on forme à travers, avec les SEC en Master 1 pas mal d'étudiants, enfin pas mal de nos collaborateurs chaque année. Et puis ils ont sorti un truc qui s'appelle Skilly et qui est une plateforme qui permet aux collaborateurs de dire « moi, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je peux mettre à la disposition des autres collaborateurs ». Ils sont scorés, mais ils prennent la responsabilité de former les autres. Et cette responsabilité-là, ça fait exactement partie des attentes des millennials aujourd'hui, au-delà de l'idée de travailler sur un mode projet. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais insister, qui est l'environnement physique. L'environnement physique, parce que l'organisation telle que j'ai pu vous la décrire, cette organisation avec des agences pure player, et puis cette structure, enfin pas de cette structure transversale, cette gouvernance transversale que permet mon modèle opérationnel, c'est un modèle opérationnel à PNL par pays. Je ne vais pas rentrer dans la spécificité de ce que ça veut dire simplement que les agences ne se tirent pas la bourre et ne se posent pas la question de savoir combien tu me donnes ou combien je te donne à chaque fois qu'on travaille sur une problématique client. Donc ça facilite grandement les choses et vous avez pu apercevoir qu'un certain nombre d'autres groupes, ça s'appelle parfois Village, ça s'appelle, voilà, qui sont en train d'essayer de mettre en place ce modèle que nous on pratique déjà depuis 15 ans. Mais cette approche matricielle des choses, où on doit être ouvert à l'autre, on doit collaborer davantage, où on doit sortir de son territoire, eh bien, ça provoque cette notion de fatigabilité. Et cette notion de fatigabilité, elle exige que notre espace de travail, eh bien, il offre la possibilité de se reposer, il offre la possibilité d'avoir des salles de sport, il offre la possibilité d'avoir des espaces de relaxation. Et c'est ce qu'on met en place à travers, évidemment, les entreprises libérées, et ça, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est aussi beaucoup sur la mise en place de statuts de travailleurs nomades, de télétravail, etc., qui finalement offrent aux collaborateurs la possibilité d'être à la fois combiner une vie personnelle et une vie professionnelle, tout en étant particulièrement, engagé. Et donc on essaie de suivre, vous savez, les critères là, les critères des plateformes qui suivent ces sujets. Et enfin, je voudrais terminer là-dessus. Moi, j'aime bien cette slide, parce que, enfin, cette photo, parce qu'en fait, c'est exactement ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, c'est de se dire, soyons audacieux, la disruption, ça ne va pas s'arrêter. Tout ce que j'ai entendu tout à l'heure va bouleverser nos métiers, y compris dans la dimension programmatique. Et quand je vois ce gamin sur son skate, je me dis, il va être audacieux, il va y aller, il va transformer le monde, et en plus, il va embrasser la vague, et quand même, il va prendre son pied, il va kiffer grave quand il va embrasser la vague. Merci beaucoup.